Moi, je vais me mettre là. Parfaitement. Voilà. C'est bien, là. Je vais regarder par-dessus l'épaule de Mathieu, comme ça. Elle avance l'application, c'est moi le client, je fais le droit d'avance. Regardez. J'ai l'impression. Du coup, on démarre. Ouais, on peut y aller, ouais. Hop. Du coup, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux ce soir. Bienvenue à ce GDG Le Mans, numéro je ne sais plus combien, numéro 9. Merci, donc nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rentrée 2021-2022 du GDG Le Mans. Alors, le petit mot d'intro avant de laisser la parole à nos orateurs du soir. Donc, juste un petit point sur le dernier événement qui avait conclu la saison en juillet 2021, donc, qui était un petit tour d'actualité sur tout ce qui était tech cloud. Donc, notamment des choses autour de iOS et Android par Antoine, de l'actualité IA par Jérémy, et puis un peu ce qu'il y avait autour du cloud par Olivier et par moi. Bon, on rappelle comme d'habitude, on est ouvert au sponsoring. Donc on a la chance d'avoir le village Basséa qui nous accueille, comme à chaque événement quasiment maintenant depuis quelques événements. Donc merci Fred encore une fois, ça nous fait plaisir et puis on est toujours bien accueillis ici. Le sponsoring, c'est pour vous, c'est la visibilité. Pour nous, ça nous aide à accueillir les attendees. Donc c'est cool pour tout le monde. Alors, on voulait aussi vous faire passer un petit message. L'idée, c'est que vous pouvez aussi venir présenter des choses ou vous pouvez aussi proposer des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas à proposer des choses. Vous pouvez nous contacter soit sur Twitter, soit sur notre boîte mail, gdglemans@gmail.com. Et comment dire, l'idée, c'est que on vous accueille avec grand plaisir. Voilà, et puis on va essayer d'expérimenter une nouvelle formule pour essayer d'encourager les gens à venir. On est sponsorisé par JetBrains, donc on voudrait offrir la licence que JetBrains nous offre aux speakers. Donc quand ce sont des speakers locaux, ça permettra d'encourager les gens aussi à venir donner des conférences. Notre prochain meet-up sera présenté par Julien Lesourd, qui est dans l'Assemblée. Qui arrive. Il nous présentera donc un sujet no-code et donc ses usages du no-code dans sa vie quotidienne. Et donc le programme de ce soir, donc comme vous avez pu voir peut-être dans les coms, donc Mathieu nous présentera un sujet autour de comment dire développer une application web et la déployer en 20 minutes, c'est le challenge. Et puis Antoine nous parlera un peu de comment faire perdre du poids à notre application Android. Donc une soirée à thème sur le mobile, vous l'aurez compris. Donc pour ce soir, comme d'habitude, vous avez tous l'habitude, on demande de porter le masque, bien entendu. Pour les speakers, pour que ce soit plus clair, on s'autorise à l'enlever. Respect des règles de distanciation, on a fait en sorte que les chaises soient assez éloignées pour que voilà, les règles soient bien respectées de ce côté-là. Et puis il y avait du gel hydroalcoolique à l'entrée, n'hésitez pas à vous désinfecter les mains, c'est toujours utile. Et donc on va laisser la place à nos orateurs du soir et on tient à nouveau à dire un grand merci au village Basséa qui nous accueille ce soir. Et merci à Et donc aussi à JetBrains qui nous soutient en nous proposant des licences sur ces produits. Merci à vous. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là, ça me fait super plaisir d'être ici. Pour ma part, je vais vous présenter une conférence sur concevoir et déployer une application mobile pour les feignants et en 20 minutes. Alors, je vais vous faire une petite démonstration
Et j'aurai Jérémy qui va jouer le rôle du client, mais aussi le porte-micro, je pense, parce que je vais avoir besoin de mes deux mains pour parler. Donc avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Mathieu Rode. Je travaille à l'agence d'AppSiteTop sur Le Mans. Et je suis ingénieur d'études et développement et également designer UX UI. Et du coup, la conférence que je vais vous présenter va lier ces deux compétences que j'ai acquises. Donc comment va se dérouler la conférence? On aura une courte introduction, une présentation des outils que je vais utiliser pour faire la démonstration, une partie de démonstration qui va durer entre 20 et 25 minutes et une partie questions-réponses si vous en avez. Donc pour commencer, pourquoi faire cette conférence et pour qui? Donc comme je vous l'ai dit, je suis ingénieur d'études et développement et designer. Et quand Jérémy m'a proposé de faire une conférence, je ne voulais pas faire un truc sur le design parce que ça aurait ennuyé pas mal de monde. Il n'y a pas beaucoup de designers ici. Et j'ai pas voulu faire quelque chose sur le développement parce que je suis sûrement pas le mieux placé pour faire ça. Du coup, j'ai décidé de lier les deux et de vous proposer un mix du développement et du design. Et donc, pour qui s'adresse cette conférence? Elle s'adresse pour les designers, les développeurs, les chefs de projet, les PO, les managers, un peu pour tout le monde. Parce que pendant cette conférence, je vais vous montrer comment concevoir une application mobile très rapidement et sans savoir coder. Donc c'est plutôt cool que tout le monde sache comment faire ça. Quels sont les prérequis pour faire la démonstration que je vais vous proposer? Savoir faire du design, c'est un minimum. Il faut aussi connaître après en base de données et en API, mais pas grand-chose. Et également savoir lire une documentation en anglais. Enfin voilà, avoir un ordinateur, un téléphone portable pour faire l'application mobile, Internet et c'est plié. Quand faut-il poser les questions? Les questions plutôt générales, attendre à la fin de la présentation. J'ai un temps qui est limité. Mais s'il y a des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à les poser par rapport à ce que je fais. Ok, donc, petite présentation des outils que je vais utiliser. Pour faire le design et le prototype de mon application mobile, je vais utiliser Figma, un logiciel qui est plutôt connu, plutôt nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un Paint, mais vous rajoutez plein de fonctionnalités et vous avez un outil comme Figma. Ça se rapproche un peu de Photoshop. Côté API et base de données, je vais utiliser Airtable. Pour ceux qui ne connaissent pas Airtable, c'est une sorte de Google Sheet, une sorte de Excel. Mais pareil que Figma, on rajoute des fonctionnalités et ça nous donne Airtable. Et du coup, mon outil magique, c'est Bravo Studio. Bravo Studio, il va nous servir à prendre le design de notre Figma, à prendre la base de données de notre Airtable, et ça va lier les deux et ça va concevoir notre application mobile. Voilà. Donc pour ça, j'ai prévu de vous faire une démonstration. Et Jérémy, dans le rôle du client, va vous dire ce dont il a besoin. Salut Mathieu. Salut Jérémy. Je suis ton client et j'ai une super idée. En fait, je voudrais une application mobile qui soit capable de me lister tous les films de Marvel. Okay. Par contre, j'ai pas beaucoup d'argent. En fait, j'ai que 1 500 € et un dessin. Voilà. J'ai une liste de films que j'aimerais afficher dans mon application dans un Google Sheets. Okay. Tu penses que ça va être assez pour toi? Ça va être assez. Tu me donnes combien de temps? Une semaine. Bon, on n'est pas là pour une semaine, mais on va essayer de faire ça. Est-ce que tu peux me servir de porte-micro aussi ou... Oui. Ok, merci Jérémy. Donc du coup, on a déjà fait le recueil du besoin du client. La prochaine étape, c'est de concevoir l'interface de la page Home sur Figma. Alors, je suis déjà sur Figma. J'ai déjà créé un projet de base dans lequel le client m'a donné ce dont à quoi il voulait que ça ressemble sa maquette. Du coup, on a la page d'accueil ici. Il faudra mettre un logo en haut et du coup une liste de films juste en dessous. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de design, enfin une conférence sur le design. J'ai déjà préparé quelques composants, dont j'ai préparé la top bar, donc le logo qui va se mettre en haut juste ici. On va le centrer et on va le mettre en haut. Et en gros, on va faire après les cartes qui correspondent au film ici. Alors normalement, ce que je fais, c'est que je fais un petit carré comme ça en cliquant sur le bouton carré ici. On va mettre un peu de radius sur les bords pour que ça fasse un peu plus stylé. On va mettre une petite couleur blanche ici. Donc là, on a déjà notre carte qui est affichée. On va faire un nouveau petit carré pour afficher le logo, enfin le poster du film qu'on va afficher. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre par exemple le nom du réalisateur, donc le director. Ensuite, on va dupliquer le director et juste en dessous, on va mettre film. Voilà. Et ensuite,
ici, on va mettre l'année de la sortie du film. Et voilà, grosso modo, là, c'est un peu moche, mais ça ressemble un peu à ce que le client a fait. Ça va, pas trop mal au bras? Ça va. Bon, voilà, je vous ai montré que faire un design, ça prenait pas vraiment de temps. Moi, j'ai déjà fait mon composant, du coup, je vais directement l'afficher ici. Ça ressemble exactement, enfin, exactement, à part la police et tout ça, à ce que je viens de faire. Les seuls trucs qui va changer, c'est, alors je sais pas si c'est, alors ça va être trop petit, mais dans le layer, en fait, par exemple, pour les champs de texte, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un astérix director. Pour le champ du film, j'ai mis un astérix titre dans le nom du composant. Pareil pour l'année. Retenez bien ça, j'ai mis un astérix quelque chose pour les composants dans lesquels on va mettre des données. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a fini la première étape, c'est-à-dire concevoir l'interface de la page Home. Maintenant, on va connecter la maquette Figma à Bravo Studio. Alors, avant de continuer, j'ai juste besoin d'un truc. On va cliquer sur Share en haut et faire Copy Link. En gros, j'ai mis dans le presse-papier le lien de la maquette de Figma que je viens de faire. Donc là, on arrive sur l'outil Bravo Studio. Donc là, c'est tout comme si on venait de se créer un compte. On va donc créer un nouveau projet dans lequel on va mettre nos maquettes Figma. Donc je crée un nouveau projet. Donc là, on a deux choix, soit créer un projet avec Figma, soit avec Adobe XD. Nous, c'est Figma. Je rentre le lien du projet Figma que j'ai fait et je fais créer de projet. Donc là, en fonction de la connexion Internet, ça ne devrait pas prendre trop longtemps, peut-être 5-6 secondes. Et voilà, notre projet est fait. On a notre maquette Figma qui est apparue dans Bravo Studio. Donc ça, hop, c'est fait, on peut le cocher. Bravo Vision, voir la maquette sur le téléphone. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est prévisualiser la maquette sur mon téléphone. Alors là, j'ai mon téléphone et j'ai une application qui s'appelle Bravo Studio qui a été créée par Bravo. Et du coup, normalement, voilà, j'ai mon projet Avengers qui vient d'être créé, Just Now, et je vais cliquer dessus. Et j'ai la maquette que j'ai créée sur Figma, elle apparaît sur mon téléphone. Mon téléphone est juste là. Et donc ça, c'est fait. Hop, j'ai mis ce clic. Le téléphone? Ouais. Ça, c'est mon caster, en fait. Mon téléphone, il est juste là. Et du coup, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Ensuite, on va créer une base de données. Donc le client m'a donné un Google Sheet. Alors je ne sais pas si on voit un petit peu. Ok. Dans ce Google Sheet, on a une liste de films Marvel. Donc on a le titre des films, on a ce qui ressemble au poster des films, le temps, l'année, le lien YouTube du trailer, le nom du réalisateur, etc. etc. Et en gros, ça, il va falloir le mettre dans notre outil qui s'appelle Airtable. C'est notre outil de base de données. Pour ça, rien de plus simple. Je sélectionne tout, je fais un petit copier. Dans Airtable, alors là, c'est comme si je m'étais créé un compte, que je m'étais créé un projet. Le projet s'appelle GDG Le Mans, c'est bon, vous voyez bien. Et j'ai créé une table qui s'appelle Marvel Movies, ici. Et en fait, tout simplement, j'ai créé des étiquettes qui correspondent au titre, au poster, au temps que prend le film. Voilà. Et juste à faire coller. Oui, je souhaite étendre la base. Et du coup, toutes les données que m'avait donné le client dans le Google Sheet sont affichées sur le Airtable ici. En gros, mes données sont déjà dans la base de données. Et Airtable va nous transformer ça en requête d'API, en fait. Donc, voilà, Airtable crée une base de données, ça c'est fait. Connecter la base de données Airtable. Alors, ça c'est pareil, c'est très simple. Je vais sur Airtable, j'appuie sur le bouton Share ici. Je sélectionne la base de données de base. Et là, on a un petit lien ici qu'on va juste copier. Et dans Bravo Studio, on va avoir un truc qui s'appelle Data Collection qui va nous permettre d'enregistrer notre base de données. Donc, Create a New Collection. Et là, on a un encart qui s'appelle Airtable. Donc ça, c'est fait exprès. J'appuie sur Airtable et juste à coller le lien ici. Je continue. Là, il nous faut une clé d'API sur Airtable. Du coup, sur Airtable, je vais aller hop, dans mon compte et chercher ma clé d'API. Je sélectionne bien tout. Je le colle à l'endroit ici. Et là, on attend. Et hop, la base de données, elle est dans Bravo Studio. Donc notre projet GDG Le Mans. Airtable est bien dans Bravo Studio. On a notre projet d'application mobile sous forme de maquette dans Bravo Studio. Et à partir de ça, on va pouvoir lier le design avec la base de données et créer une application mobile. On continue. Hop. Maintenant, l'objectif, c'est de lier le design avec les données.
Alors je vous montre ce que ça donne sur mon portable. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On a une carte avec le nom du réalisateur, le nom du film et l'année. Et le but du jeu, ça sera de populer ces données pour en faire une liste de films. Pour cela, rien de plus simple. On va aller dans le projet, on va sélectionner notre maquette qu'on a fait tout à l'heure. Et on va faire du data binding. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va lier la maquette avec les données. Pour cela, on va sélectionner le projet Airtable qu'on a créé. Donc GDG Le Mans. On va sélectionner alors, la liste des movies, alors je ne sais pas si on voit, la liste des films Marvel, on va la sélectionner. Et là, on a donc notre top bar, et on a une movie card, et ce qu'on veut populer, c'est la movie card, c'est elle qui va recevoir les données. Du coup, je lui sélectionne les records, c'est-à-dire la liste des films qui sont dans ma clé d'API. Une fois qu'on a fait ça, là, on peut voir, on a des éléments. Je ne sais pas si on voit, mais il y a une petite astérix avec le nom du composant que je vous ai dit tout à l'heure. Et bien ça, c'est notre maquette, enfin le composant qui est dans notre maquette. Et donc on va le lier, on va cliquer dessus, on va le lier avec le poster qui correspond à l'étiquette de Airtable. Okay, du coup, on lie vraiment le composant Figma avec la liste des films qui est sur Airtable. Donc ça, on fait ça avec tout. Donc director, up, title, et enfin year, et comme par magie, ça c'est mon portable, j'ai la liste des films qui vient d'apparaître sur mon écran. C'est cool, non, Jérémy? Franchement, excellent. Ça va hyper vite. Eh Franchement, ça va très vite. Et du coup, ça me fait dire qu'il doit me rester un petit peu de budget. oui. Ouais. Et j'aimerais bien que quand on clique sur un des films, on ait un peu plus de détails. Est-ce que tu penses que ça rentre dans le budget? Eh ben on va essayer de faire ça. Tu me laisses combien de temps? Une semaine encore ou... Ah non, non, c'est 2 jours à peine. Ok, ça marche. Allez, on passe à la suite. Du coup, ce qu'on va essayer de créer, c'est la page qui se trouve juste là-bas. Donc on va commencer par concevoir l'interface de la page Movie. Alors pour faire ça, j'ai juste dupliqué du coup cette maquette. Je vais la renommer pour bien qu'on sache où on est. Movie. Je vais retirer ça parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et en gros, ce qu'on cherche à faire, le client m'a donné ça, c'est de faire cette page. Bon, encore une fois, on n'est pas là pour faire un cours de design. Je l'ai déjà fait en off. Du coup, je vais juste le mettre comme ça. Je sais, c'est un peu simplifié, mais sinon, ça me prendrait un peu plus de temps. Et du coup, comme tout à l'heure, chaque composant a un nom qui est précédé d'une astérix. Parce qu'on va devoir faire le lien juste après. Et on a également un bouton voir la bande-annonce. J'y reviens. Donc, hop, pardon, ça on l'a fait. Lier le design et les données. On revient sur Bravo Studio. Ici, on a un petit bouton de rafraîchissement. Ça va rafraîchir le design sur Figma dans Bravo Studio. Donc, normalement, on a une autre page qu'on vient de créer qui s'affiche ici. On va cliquer dessus. Et comme tout à l'heure, on va sélectionner la base de données qu'on souhaite afficher. Donc là, on ne souhaite pas faire de liste. On souhaite chercher le détail de chaque film. Donc, je vais cliquer sur Détail. Et là, comme tout à l'heure, on va lier les composants Figma avec ce qu'on avait dans la base de données. Donc le poster avec le poster, le director avec le director, le title avec le title. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, je vais les faire très rapidement. Hop, phase. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est tout bon. Alors je ne vous ai pas montré un truc, mais un truc très important, comment on fait pour passer de la page Home à la page Movie? Ça, il faut pouvoir le prévoir. Alors, Figma propose un petit outil de prototype qui nous permet juste, alors je vais supprimer ça, juste de passer d'une page à l'autre. Alors, si je clique, moi ce que je veux, c'est que si je clique sur une carte, ça aille sur cette page-là. Donc, j'ai juste à glisser la flèche ici et à le mettre là. T'as mal au bras, c'est ça, hein? Et aussi un bouton retour quand on appuie sur le bouton back, là, je veux retourner sur la page home. Donc, pareil, j'ai juste à glisser, déposer. Et puis, c'est bon. Hop, je reviens sur Bravo Studio, je rafraîchis et je vous montre du coup ce qui se passe sur mon application. Alors ça prend un peu de temps, je pense que c'est Internet. Voilà, là ça met à jour. Et donc normalement, si je clique sur un des films, il devrait se passer quoi? Par exemple pour les Gardiens de la Galaxie, afficher les données des Gardiens de la Galaxie. Est-ce que tu es satisfait ou pas? Attends, parce que j'ai pas fini, il manque un truc. C'est que si j'appuie sur voir la bande-annonce, il se passe rien. Et bah, Bravo Studio nous permet de faire des actions en mettant des tags sur Figma. Alors,
c'est vraiment tout simple. Tout à l'heure, je vous avais parlé de petit astérix avec le nom. Et ben, après ça, on va rajouter un tag. Alors, on a une liste de tags, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le tag Open Video. Alors, je ne vous voyez pas très bien, mais en gros, ça dit quoi là, dans la documentation? Si tu mets ce tag-là dans le layer qui correspond au bouton, et ben, tu vas pouvoir ouvrir une vidéo en MP4 ou alors un lien YouTube. Je vous rappelle que sur Airtable, sous l'étiquette trailer, on n'a que des liens YouTube. On est d'accord? Et ben, on va revenir sur Figma. Je vais sélectionner mon bouton. Alors moi, je connais le tag, c'est action:2.open vidéo. Comme ceci. Hop. Ma souris, elle est là. Du coup, je reviens sur mon Bravo Studio. Je rafraîchis, parce que je viens tout juste de mettre le tag. Et on va revenir sur mon ordi, enfin sur mon portable. Voilà, ça met à jour. Et normalement, vu que les tags ça marche plutôt bien, si je clique sur voir la bande-annonce, could not play vidéo, et ben ça c'est ballot. Ah oui, non, je sais pourquoi, désolé. Ça c'est l'erreur de la démo. Bon, il fallait que ça arrive. Un effet démo. C'est un effet démo. Mais du coup, j'ai oublié de lier en fait le bouton avec la donnée dans la base de données. Du coup, là, on voit qu'il y a le bouton qui est apparu ici, avec l'action Open Video. Et du coup, ça, je le lis avec le trailer, le lien YouTube. Enfin, vous m'avez compris. Du coup, là, ça a été mis à jour. Si je clique là-dessus et je clique sur voir la bande-annonce, on croise les doigts. Mais ça me lance la bande-annonce. Voilà, nickel. Voilà. Est-ce que tu es satisfait ou pas? Franchement, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant, mais je voudrais pas abuser, mais j'aimerais bien une petite feature en plus quand même. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de me rajouter une petite barre de recherche? Une petite barre de recherche? Ouais. Ok, j'ai prévu ça. On va voir comment faire une barre de recherche et comment faire une sorte de filtre dans Figma et Bravo Studio d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer un petit truc de design. Si je devais faire une barre de recherche sous Figma, je ferais chercher un film. Voilà, je lui appliquerai un auto-layout, comme ceci. Un auto-layout, c'est un truc pour créer un composant. Enfin, c'est ce qui sert à créer un composant. Je vais lui appliquer une couleur, donc une couleur blanche. Je vais l'agrandir un petit peu, arrondir un peu les bords. Ça ressemble plus ou moins à une barre de recherche et je vais lui mettre un petit logo comme ça, là. Et je vais centrer tout ça. Non, pas comme ça. Ça, c'est pas bien. Et ça ressemble à une barre de recherche. Bon, moi, je l'ai déjà faite. Figma me permet de faire des petits variants et je trouve ça plutôt cool. J'ai juste à sélectionner la top bar et à sélectionner As Search Bar. Et du coup, il y a une barre de recherche qui s'affiche ici. Alors, la barre de recherche, il n'y a rien de spécial. C'est exactement ce que je viens de vous montrer. Et donc, du coup, on va voir ce qui se passe dans Bravo Studio. Dans Bravo Studio, je mets à jour. Donc là, normalement, sur cette image, et même, j'imagine, sur mon portable, ça devrait s'afficher. Voilà. Mais on peut voir que la barre de recherche, elle ne fonctionne pas. Du coup, qu'est-ce qu'il existe? Il existe un tag Search and Filter, qui nous dit en gros que si tu mets ce tag ici sur un composant de texte, et ben ce texte-là va se transformer en search bar. Plutôt pas mal, non? Et ben on va faire ça. Là, je viens de copier le texte. Je vais cliquer sur la search bar. Je vais même sélectionner le texte. On voit bien que je sélectionne le texte. Et à la fin, je rajoute le tag que je viens de copier. Hop. Et c'est tout. Je fais Entrée. Je retourne sur Bravo Studio. Mettre à jour. Et je vais vous montrer du coup mon écran, tant que ça met à jour. Voilà. Et normalement, si je clique sur la barre de recherche, ça fait quoi? Ça m'affiche le clavier. C'est plutôt cool, non? Et si par exemple, j'ai envie de voir tous les films de Hulk, j'ai juste à taper Hulk. Comment il sait que c'est les éléments d'en dessous? Ouais, c'est ça le truc. C'est magique. Il n'y a rien de magique. Ça marche sur iOS et Android? Ça marche sur iOS et Android. Donc voilà, là, cette barre de recherche nous permet de filtrer et de chercher un film. Mais non seulement les films, mais par exemple, si je veux voir tous les films qui sont sortis en 2008, voilà, ça me sort les films qui sont sortis en 2008.
Est-ce que c'est pas cool ça, monsieur le client? Bah ouais, c'est plutôt incroyable, je dois dire. Et mais ouais, je suis obligé de me demander, mais et si j'ajoute un film, comment on fait pour ajouter un film? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit bouton ou quelque chose Ah, pour ajouter des films ou une fonctionnalité? Je sais pas. alors pas ajouter des films, mais plutôt rafraîchir la liste des films, c'est ça? Non, Ouais, non. t'as mal lu ton texte, c'est ça? Non, mais oui, évidemment, il y a moyen de faire ça, mais c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer, et c'est pas ce que je vais faire, c'est On en est gros, devenus proches maintenant, donc je ouais, peux demander ce que je veux, hein. en gros, vous connaissez les applications telles que, je sais pas, Facebook, Instagram. Quand on met notre doigt vers le bas, il y a un petit icône qui s'affiche pour rafraîchir les données. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, il y a un tag qui existe pour ça. Et le tag, il se trouve dans la partie Research Page. Et ce qu'on recherche, nous, c'est un pull to refresh. Glisser vers le bas pour rafraîchir. Alors, en gros, ce tag-là nous dit, si tu mets ce tag ici, et si tu le mets sur le nom de ta page, alors à chaque fois que tu vas descendre le doigt vers le bas, et ben, ça va rafraîchir les données. Du coup, moi, je viens de copier le tag, et je vais faire comme il m'a dit, c'est-à-dire le mettre au niveau du nom de la page. Donc là, je vais mettre Refresh Pull. Je retourne sur Bravo Studio. Encore une fois, je mets à jour mon application. Je vous montre mon portable ici. Normalement, ça va mettre à jour automatiquement. Parfait. Et du coup, si je tire vers le bas, il y a le truc qui s'affiche. Ok, nickel. Maintenant, comment on fait pour ajouter un film? Alors, je vais juste vous montrer un exemple, mais si je tape Shang-Chi, le nouveau film Marvel, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui vient de sortir. Bon, là, il n'y est pas dans ma liste, mais j'aimerais le rajouter. Du coup, toi, le client, normalement, tu m'as rajouté des films dans ton Google Sheet, là. Du coup, je vais copier ce que tu m'as envoyé. Je vais mettre ça sur Airtable. Hop, oui, je vais étendre la base de données. Donc là, j'ai Shang-Chi et j'ai Black Widow qui sont rajoutés. Et si je retourne, sur mon portable et que je fais rafraîchir les données, et si je tape Shang-Chi, il est là. Est-ce que c'est ce que tu voulais, même si c'était pas ce que tu voulais à la base? Moi, je voulais pouvoir ajouter des vidéos, enfin en tout cas des films dans ma liste. C'est Oui. parfaitement ce que je Eh veux. ben, figurez-vous qu'on le peut, mais je vais pas vous le montrer ce soir parce que je pense que j'ai bien dépassé le temps. Voilà, c'est ça, rafraîchir les données. Je vous ai même pas présenté la diapo. Donc voilà, c'est la fin de ma démonstration. Je vous ai montré comment faire une liste dans une application mobile. Je vous ai montré comment afficher les détails d'une liste dans une autre page. Je vous ai montré comment faire une barre de recherche, comment rafraîchir les données. Et ça en 20-25 minutes. Alors, je vais vous montrer quelques points positifs et quelques points négatifs que je trouve à Bravo Studio. Le premier point positif, c'est quand même le temps. J'ai quand même pris pas beaucoup de temps pour concevoir une application mobile. En tant que développeur, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps en faisant ça sur Android Studio ou même en iOS. Donc ça, c'est un gros point positif pour faire des petites applications. Le système de tags et de features que je vous ai montré, c'est vraiment très pratique. On a juste à copier-coller un petit morceau de tag, à le mettre sur son truc Figma, et ça fait exactement ce qu'on veut, quoi. Le déploiement simplifié. Alors, oui, dans ma conférence, c'est marqué concevoir et déployer. Je ne vous ai pas montré ça, du coup, mais je ne vais pas déployer. Mais en gros, dans notre projet ici, on a un petit onglet Publish ici. Et en gros, ça nous permet de déployer très facilement des applications, enfin nos applications sur Android ou sur iOS. Alors, on peut même avoir un APK de débugage. On peut publier notre application très facilement sur Bravo Studio, voir l'historique, mais ça c'est autre chose. Et sur iOS, pareil. Alors, je ne m'y connais pas trop en iOS, mais j'imagine que c'est pas trop compliqué. Enfin, ça va, quand je vois qu'il y a 6-7 champs, je veux dire, il y a plus dur, quoi. C'est pas compliqué de déployer à partir de Bravo Studio. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'accessibilité. Je ne vous ai pas montré, mais faire un petit design comme ça, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de s'y connaître vachement en API ou en base de données. Si on sait remplir une feuille de calcul comme Google Sheet, bah, on peut créer une API de nous-mêmes, même sans le savoir. Et dernier point positif que j'ai trouvé, c'est aucune limite d'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut créer des dizaines, des centaines d'applications avec Bravo Studio. On ne sera pas limité, c'est gratuit. Il y a quelques points négatifs. Il faut quand même des notions basiques de designer. Il faut savoir utiliser les outils comme Figma ou Adobe XD. Ça demande un peu de formation, mais en vrai, ça va. Point négatif, les applications un peu plus complexes. Évidemment,
Avec ça, on n'ira pas faire un Uber Eats ou un Facebook, on n'ira pas faire des applications aussi complexes que ça. Ça reste vraiment pour des applications vitrines. Putain, je peux le prendre si tu veux. Troisième point négatif, c'est qu'on a des fonctionnalités majeures qui sont payantes. Oui, il y a un pack payant avec des fonctionnalités en plus. Les fonctionnalités en plus, par exemple, c'est se connecter à une application via un login mot de passe Firebase, ou par exemple recevoir des notifications, enfin plutôt envoyer des notifications push au portable, ou encore, je crois qu'il y a une autre, je vais vous montrer ça de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est sur Bravo Studio. On a 3 packs, une gratuite, une intermédiaire et une très chère à 50 € par mois. Mais en gros, c'était quoi le troisième truc que je voulais vous montrer? Ah oui, c'est l'API. Là, je vous ai montré qu'on pouvait afficher des requêtes GET, du coup. Mais en payant, on peut aussi également faire du POST, du delete, du put. Voilà, on peut faire vraiment plein de trucs avec une API. Donc, je vous ai dit l'authentification Firebase, OK. Des actions, OK, c'est bon. Et les notifications. Non, je crois que j'ai tout dit en vrai. Bon, bah, c'est cool. Évidemment, quand on a la version gratuite ou intermédiaire, il y a le logo Bravo Studio qui est affiché lorsqu'on affiche le splash screen. Bon, ça peut être contraignant pour certaines entreprises, mais pour ce que c'est, moi je trouve que ça va. Et dernier point négatif, et ça va pas plaire aux développeurs, c'est qu'on n'a pas accès au code source. Du coup, on ne gère pas la performance, on ne gère pas le poids de l'application. Et du coup, ça peut être assez contraignant. Du coup, voilà, c'est la fin de ma démonstration. J'ai un peu dépassé, je crois, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Si jamais vous voulez discuter de Bravo Studio, avoir des petits conseils ou quoi que ce soit, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'ai mis aussi mon site internet. Alors, c'est pas pour me faire de la pub, c'est juste qu'en fait, j'ai créé un projet dedans dans lequel ça s'appelle Marvel App GDG Le Mans, dans lequel vous avez toutes les ressources, genre mon Google Sheet, vous avez mon design, vous avez mon lien sur Bravo Studio, enfin bref, tout ça. Et en gros, vous pourrez suivre étape par étape voilà, ce que j'ai fait et voir comment ça fonctionne. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Merci Mathieu. On va passer aux questions si vous en avez. Je vais vous faire passer le micro pour qu'on entende dans la captation. Pas envie d'avoir question. N'importe. Bonjour. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Quelles sont les limitations de Airtable et de Figma sur les versions gratuites, si vous les connaissez? Alors il n'y a pas vraiment de limitation. Figma, avec la version gratuite, on peut faire vraiment plein de trucs. Il n'y aura aucune limitation. Niveau des Airtable, en vrai, je ne connais pas trop. J'ai utilisé Airtable parce que c'est un truc qui est associé avec Bravo Studio. Mais avec 50 000 lignes en fait. Tu as le droit à 50 000 lignes et toutes les tables possibles sur l'outil. Donc les formules payantes vont être liées en fait à des automatisations que tu peux déclencher entre guillemets de manière assez native entre deux outils comme celui-ci. Moi je connaissais pas Bravo Studio, merci du coup de m'avoir présenté cet outil ce soir. Mais Airtable c'est vraiment, moi je le définirais comme vraiment l'Excel un peu du futur. C'est un tableur qui est stéroïdé et qui te permet en fait d'aller beaucoup plus loin que Google Sheet comme on l'a vu ce soir ou un Excel de base finalement, avec des fonctionnalités super simples à prendre en main pour quelqu'un qui n'est pas forcément technique comme Mathieu ou Jérémy. Merci beaucoup pour la réponse. Merci pour la présentation et du coup j'ai eu la même question donc c'est bon. J'ai pas entendu. C'était la même question. C'était la même question. Donc c'est tout bon. Ouais, merci pour la présentation. Moi c'était pour savoir si on pouvait gérer multi-écran, les différentes tailles d'écran. Et le multilangage alors, multilangage, non. Alors, de ce que je sais et ce qu'ils mettent dans leur FAQ, c'est que le front est fait en React, le back est fait en Node. Après, j'en sais pas plus. Par rapport aux tailles d'écran, c'est surtout pour les téléphones mobiles.
Après, je connais d'autres outils pour faire des applications plutôt orientées web qui font exactement le même travail que Bravo Studio. Je vais citer Anima App, par exemple, si vous voulez le noter. Mais Anima App permet de prendre une maquette sur Figma et la transformer en application web. Voilà. Et responsive. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Parfait. J'avais une question par rapport avec l'API que tu as utilisée, parce que c'est via Airtable. Par exemple, j'ai un serveur, j'ai créé mon propre API. Est-ce que du coup je peux lier mes API avec Bravo Studio ou je devrais prendre la version payante, passer par Firebase, quelque chose comme ça pour pouvoir l'utiliser? Alors si tu as une API, tu peux effectivement la mettre sur Bravo Studio. Je vais te montrer ça très rapidement. Hop, on va aller dans Data Collection. Et en gros, là, tu as un lien, tu as ton URL de ton API ici, mais tu peux le remplacer pour n'importe quoi, même ton API là. Et en gros, si j'appuie sur Send ici, ce qu'on a en debug, c'est concrètement un JSON. Donc tu peux remplacer ton lien Airtable par n'importe quel lien de ton API. Donc c'est pas limité qu'à Airtable. J'ai peut-être oublié de vous présenter ça, c'est important, mais... Hop. Data collection. Oui, dans ajouter, de toute façon, tu as un truc que tu peux faire from scratch, ouais. Donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Et moi, du coup, merci à nouveau pour cette presse qui était super intéressante et qui permet aussi d'introduire le sujet du no-code au GDG. On ne l'avait pas forcément abordé jusqu'à maintenant, donc merci beaucoup. Moi, j'avais plutôt une question sur Figma que je connais pas beaucoup. Tu nous as assez souvent répété dans ta démonstration et tu as été super rapide. Parce que tu avais aussi ce challenge de le faire dans le moins de temps possible. Mais par rapport à Figma, tu nous as dit à plusieurs reprises qu'il fallait parfois quelques concepts de design, etc. Mais j'ai cru comprendre que tu avais quand même pas mal de templates aussi à disposition. Est-ce que justement c'est une erreur ou est-ce que tu dois quand même tous les écrans que tu avais préparés à l'avance, etc. Est-ce que c'est vraiment toi qui les as conçus? Oui. Avec Figma, d'accord. Ah oui, oui. T'as Là, pas de... Tout ce que je vous ai montré, en gros, je peux vous montrer sur Figma. En gros, j'ai deux pages, une page pour mon application et une page avec tous mes assets. Alors, je vais avoir besoin de mes deux mains. Hop. Mais en gros, ça, c'est tous les composants que j'ai créés à la main et il n'y a pas eu de template là-dedans. D'accord. Donc tu pars vraiment de zéro quand tu es sur Figma. Tu dois créer tous les composants possibles. Tu n'as pas de box où tu peux prendre des modèles qui sont déjà préexistants. Alors si, tu as les design systems des grands groupes que tu peux copier-coller et utiliser, mais ce n'était pas vraiment le but de la présentation. Mais effectivement, il y a des fichiers communautaires dans lesquels tu auras le design system d'Apple, de Microsoft, de Facebook, machin, et que tu récupères. Si tu veux ta search bar de Apple, et ben, tu peux la récupérer assez facilement. Ouais. D'accord. Ok. Oui, donc même si vous ne savez pas designer, vous pouvez récupérer le design system d'une entreprise et l'utiliser dans votre application. Ça peut nous permettre de nous inspirer pour aussi les créer exactement. Après derrière. Tant que vous savez quels sont le nom des layers et le nom des layers, il faut mettre des tags derrière. Donc tant que vous savez ça, c'est OK. Et au niveau du pricing, Figma, c'est totalement gratuit? Il n'y a pas de... Non, alors, tu peux faire tout ce que tu veux en gratuit, mais il y a quand même des limitations. Je sais que le nombre de pages qui est ici est limité à 3 dans la version gratuite. Mais vraiment, ce qui est payant, c'est vraiment pour les grandes entreprises, pour avoir plein de collaborateurs sur ton projet Figma. Pour faire des projets collaboratifs avec voilà, partager les workspaces, etc. C'est ça, ouais. D'accord. C'est vraiment ça les trucs payants. Comment ? Ouais, normalement, il est sur mon site de toute façon, si vous voulez le regarder. Alors non, il faut que je vous invite par mail. Oui, pardon, la question c'était est-ce qu'on peut partager le design Est-ce que, ouais, bah, du coup, oui, je peux vous partager le design, mais il va falloir que vous créiez votre propre copie de projet pour pouvoir manipuler mon design. En gros, vous ne pourrez pas toucher au mien, peut-être que je le réutiliserai, mais vous pourrez en faire une copie. Est-ce que c'est bon? Et bah, nickel. Merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu. On va laisser du coup la...
Du coup, on va laisser la parole à Antoine pour essayer de perdre un petit peu de poids cette application mobile. Bonjour, bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Antoine Danois, je suis développeur Android et je travaille pour Citymapper qui est une boîte basée à Londres. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre votre app plus légère. Donc les slides sont en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais traduire en français en même temps, pas de souci. Puis s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire, mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc ces slides, vu que je suis développeur Android, ma présentation est surtout faite pour les applications Android, mais comme j'aime tout le monde et qu'on vit dans un monde de paix, je parle aussi des applications iOS et aussi un petit peu de web, mais pas trop de web parce qu'il ne faut pas déconner. Donc pourquoi c'est important d'avoir une application légère? Déjà, c'est plus rapide pour la compiler. Des fois, l'application, quand on appuie, des fois pour Citymapper, quand je compile l'application, ça met autant de temps que ce que Mathieu nous a fait là. Donc des fois, ça peut mettre vachement de temps. Donc il faut faire attention. Et ça peut permettre d'être plus rapide sur ça. C'est aussi plus rapide pour les utilisateurs pour télécharger l'application, ce qui est vachement important. Ça prend moins de place sur le téléphone et on sait très bien qu'on veut télécharger une application ou autre et le téléphone il dit oh, c'est plein, c'est relou, donc ça peut éviter ça. Et aussi pour le next billion users, ça c'est vachement important pour les applications ou entreprises qui veulent atteindre le prochain milliard d'utilisateurs, donc c'est les pays émergents, l'Inde, l'Afrique, etc. Ce sont des... j'ai plus rien qui s'affiche. Ce sont des pays, des régions qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour acheter des téléphones avec plein de mémoire, une vitesse internet qui va incroyablement vite, etc. Donc il faut faire attention si on veut avoir ces utilisateurs-là, il faut faire attention à notre application. Et par exemple, une petite citation donc, de Sam Tolomei qui bosse chez Google, qui a dit donc tous les 6 mégas en plus sur ton application, c'est 1% d'utilisateurs en moins, ce qui peut vite faire beaucoup quand c'est une application qui touche des millions d'utilisateurs, ou même 1 milliard par exemple, ça peut vite faire beaucoup 1%, donc il faut faire attention. Comment qu'on fait ça? La principale chose qu'on utilise à Citymapper, parce que c'est le plus facile à faire, c'est d'utiliser le format d'image WebP. Par rapport au JPEG ou au PNG, ce format de fichier réduit beaucoup la taille de chaque image. Par exemple, pour cette image qu'on a dans le projet, elle fait 78 kilobits en PNG, mais en WebP, elle en fait plus que 53. Donc c'est genre 20-30% de réduction de poids. Donc si on a plein d'images sur ton application, et ben ça commence à faire beaucoup. Et pour ce faire sur Android Studio, c'est super simple en plus. Il y a juste à cliquer droit sur ton image. Tu dis comment tu veux la compresser. Donc tu peux dire de la compresser sans perte ou avec perte. Et si on le fait avec perte, l'image va être encore plus réduite, mais elle va perdre forcément en qualité. Donc généralement, c'est pas trop grave. Mais si ton image est grande, voire doit s'afficher en plein écran, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Par exemple, si avec de la compression où on perd un petit peu, de 75 kilobits, on arrive à 15. Ce qui est plus que 20% du poids original. Et puis là, on voit que ça ressemble à la même image, quoi. Ce qu'il y a au milieu, c'est la perte qu'on a eu, la différence. Donc ouais, c'est cool. Mais des fois, ça sert à rien de convertir ton image en WebP. Par exemple, cette image qui est floue, elle fait 8 kilobits en JPEG, mais elle en fait, il y avait le chiffre avant, mais là il n'y a pas. Elle en fait plus en WebP, parce que le WebP, c'est un certain algorithme, etc., de façon de faire pour compresser ton image, et des fois ça vaut pas le coup. Donc il faut faire attention à ça, mais Android Studio est plutôt cool. Quand convertir en WebP ça sert à rien, il le dit. Donc ça évite de perdre trop de temps, de faire des choses qui sont inutiles. Il y a aussi un format d'image qui est vachement pratique, c'est les images vectorielles. En Android, ça s'appelle Vector Drawable et en iOS, ils utilisent du PDF. PDF qui est le format de fichier qu'on connaît tous, mais qui est utilisé juste pour afficher des images. Et là, en gros, c'est juste du code. C'est un code qu'on comprend absolument pas ce que c'est, mais ça dessine des formes, etc. Et par exemple, le code que vous voyez à gauche, ça va dessiner le petit icône que vous voyez à droite. Donc ça, c'est vachement léger au final, au lieu d'avoir un fichier qui dit ce pixel-là il est vert, ce pixel-là il est vert, etc., etc. Bah, ça dessine juste l'icône et c'est vachement mieux.
Sur Android, il y a un outil qui s'appelle Avocado, qui peut encore plus réduire nos fichiers de vecteurs drawable. Au final, ça revient exactement au même, sauf que, comme vous le voyez ici, on a perdu 30% de caractères sur notre fichier. Donc c'est toujours ça de prix, et c'est plutôt cool. Aussi, ce qu'on peut faire pour éviter que notre app devienne trop grosse, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de mettre toutes les images dans l'application. Les images peuvent être téléchargées directement depuis le serveur. On a juste à faire une petite requête, le serveur nous envoie ce dont on a besoin, et au moins on a uniquement, on n'a pas toutes les images. Des fois on a des applications avec des images dont on ne servira jamais, qu'on verra jamais. Là au moins il y a uniquement ce qu'on verra. Et ce qu'on peut faire, c'est les caches, les mettre en cache dans notre téléphone, au cas où si on les ressort, on a besoin plus tard, elles seront déjà dedans. Ce sera plus rapide pour les ressortir. Et puis aussi, il faut faire très attention aux caches parce que il faut pas non plus tout mettre en cache parce que sinon ça sert à rien et ton application elle gonfle. Donc il faut faire attention à ça. On peut aussi dire, on peut aussi utiliser une image en basse résolution parce que des fois ça sert à rien d'avoir une image en 4K pour nos petits téléphones. Donc il faut faire attention à ça. Et par exemple, je donne l'exemple de Thumbor, qui est un service qu'on met sur côté serveur. Et par exemple, ici, c'est une URL. Et on peut spécifier la taille qu'on veut d'image, vraiment exactement ce qu'on veut. Donc si on sait que, par exemple, le bouton il fait 300 pixels sur 200 pixels, et ben on dit à Thumbor, tu m'envoies une image de 300 pixels sur 200 pixels, et comme ça on s'embête pas avec une image qui est beaucoup trop grande pour ce que c'est. Et puis en plus avec Thumbor, on peut lui passer plein d'autres choses. Par exemple, on peut améliorer des images, les cropper, enfin on peut faire plein de choses. Mais il y a beaucoup d'outils qui sont comme ça, d'autres gratuits, d'autres payants. Donc ouais, c'est quelque chose qui est pratique. Quelque chose aussi où il faut faire très attention, c'est de supprimer les choses qui sont complètement inutiles. Au bout d'un moment, quand ton projet il a plusieurs années, ou même pas forcément, des fois il y a des projets qui ont une semaine et il y a déjà du code ou des images, des trucs qui servent plus à rien dedans. Mais il faut faire attention à bien penser à tout retirer pour éviter juste que ton application elle gonfle pour rien. Pour ça, par exemple, on peut utiliser un outil qui s'appelle Lint, qui n'existe pas que sur Android, qui existe aussi sur d'autres choses, qui peut te permettre de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ton code. Donc c'est un code scanning tool, oui, un outil pour scanner ton code. Ouais. Et grâce à Lint, ouais, si par exemple il y a des ressources ou des trucs qui ne sont pas utilisés, il va te le dire. S'il y a des soucis de sécurité, il va le dire aussi. S'il y a des soucis d'accessibilité, il peut le dire exactement. Et surtout, Lint, c'est un truc qu'on peut customiser nous-mêmes. On peut lui dire, si on a vraiment un cas particulier, on peut lui dire, s'il se passe ça, eh ben, tu me le dis. Et puis il va nous le dire. Il va nous aider et ça c'est cool. Par exemple, donc ici c'est en côté Android, deux petits bouts de code. Pour Lint, quoi, pour le customiser. Donc je vais pas aller dans les détails de ça, mais sachez que ça existe et pas que sur Android, donc c'est cool. Et voilà, donc ça c'est le Lint report. Et au final, après, une fois à chaque compilation, Lint crée une petite page web où justement il met les erreurs, ce qu'il faut retirer, etc. Et par exemple, là, ça c'est une erreur parce que donc on vérifie que ce morceau de code là fonctionne uniquement à partir d'une certaine version d'Android, mais on dit à toute l'application que de toute façon on supporte plus cette version d'Android. Donc le check il sert à rien, on peut le virer. Et puis voilà, donc c'est plein de petits trucs un peu comme ça, donc c'est cool. Aussi sur Android, on a un outil qui s'appelle APK Analyzer, pour la faire en anglais, qui nous montre qu'est-ce qui est le plus gros dans l'application. Donc ça par exemple c'est une application Android, c'est à l'intérieur. En gros, pour faire simple, un fichier Android, donc c'est un fichier .apk. Au final c'est juste un fichier zip. À l'intérieur c'est exactement fichu comme un zip. Et à l'intérieur c'est ce qu'on voit. Donc par exemple sur ça on peut voir que le plus gros fichier c'est le fichier de ressources. C'est là où il y a toutes les images. Et si on regarde en détail dans le fichier ressources, on voit où sont les fichiers
qui prennent le plus, les dossiers oui, qui sont les plus gros. Donc de là, on peut voir, on peut continuer d'aller plus profond dans le truc pour voir où sont les problèmes et supprimer ce qui nous embête. Petit tips, avec Lint, c'est justement le petit bout de code que je vous ai dit tout à l'heure pour dire que Lint nous prévienne s'il y a des morceaux, des trucs qui ne sont pas utilisés. Donc si on ajoute ça, automatiquement Lint il va nous dire ton truc il n'est pas utilisé, il faut le virer. Il y a aussi cet petit outil qui est pratique pour... Pourquoi il est pratique lui? Pourquoi je l'ai mis? Ouais, lui c'est compliqué, mais en gros, oui, c'est pareil, ça va dire plein de choses qu'il faut retirer, qu'il faut améliorer, des trucs, des machins. Cet outil que j'aime beaucoup, qui s'appelle Statistique, et en gros, il va regarder tous les fichiers qu'on a dans l'application, et il va dire, en gros, par exemple, celui-là, je m'en suis servi pour être sûr qu'on n'avait plus de fichiers PNG ou JPEG dans l'application. Là, au moins, tu es sûr de les trouver. Ou si on s'en sert de notre côté pour convertir nos fichiers Java en Kotlin, vu que le Kotlin, généralement, ça rend les fichiers un peu plus petits, etc. On s'en sert aussi pour ça. Donc, ouais, Statistique, c'est vraiment un outil super simple à ajouter à Android Studio, ou je pense aussi n'importe quel outil d'IntelliJ. Merci JetBrains de sponsoriser la soirée. Donc ouais, non, ça c'est cool. Et aussi, faut pas avoir honte de le dire, mais il y a quelque chose qui peut être aussi pratique pour rendre l'application plus légère, c'est d'utiliser des web views, d'utiliser des pages web. Mais non, faut pas avoir honte de le dire. C'est bien des fois le web, pas tout le temps, mais des fois c'est bien. Par exemple, ici, pour Citymapper, on utilise une WebView pour cette page-là. Cette page-là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'images, il y a du texte, il y a des trucs, ça peut être assez lourd à faire sur ton application, mais, et puis ça prend de la place, etc. Mais là, on affiche juste une page web au final. Donc pour l'utilisateur, c'est transparent, il a son bouton, quand il appuie dessus, il se passe des trucs, il voit les images, c'est pas pixelisé, rien du tout. Et pour nous, ça nous aide parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tout ça dans l'application. Et surtout, pour ça qui est... Bon là, maintenant, c'est dispo partout. Mais avant, c'était disponible que à Londres. Et ça servait à rien de le mettre sur les applications pour tous les gens du monde entier, alors que seulement les gens de Londres allaient s'en servir et allaient le voir. Donc comme ça, il n'y a que les gens qui peuvent le voir, qui l'ont sur... Bon, vous avez compris le concept. Parce qu'on a envie de travailler, j'ai pas envie de perdre mon travail déjà, t'as vu Mathieu, en 20 minutes il a fait pareil, non, mais en fait, ça revient un peu avec ce que Mathieu disait en fait, là ça va parce que, l'application il y a de la complexité derrière, par exemple, je sais pas si vous connaissez Citymapper, mais il y a de la cartographie, on dit comment tu vas d'un point A à un point B, on met les itinéraires, on écrit des trucs sur les cartes, on met des machins, des trucs, il y a une grande complexité, donc on peut pas faire... Voilà, c'est ça. On peut pas faire avec une page web comme ça. Après, Citymapper existe sur le web, mais c'est pas optimisé, c'est pas aux petits oignons. Donc, voilà. Ah, ça c'est bien, ça me rassure. Bon, j'ai encore travaillé un petit peu là. Ouais, bah oui, 99 plus ils sont sur portable. Donc ouais, la WebView, pour nous en tant que développeurs, en tout cas, c'est sûr, c'est plus facile à faire parce que c'est juste une page web à ouvrir. C'est pas dans ton application, donc de toute façon, c'est exactement ce que je viens de dire. Je vais plus vite que mes doigts. Ce qu'on peut faire aussi, c'est couper en morceaux notre application. Sur Android, ça s'appelle, on peut le faire avec App Bundle et Dynamic Feature, qui sont deux outils proposés par Google. Donc en gros, Android App Bundle, ça va juste faire des petits paquets de morceaux d'application, un paquet avec les ressources, un paquet avec le code, etc. etc. Après, comme vous pouvez le voir ici, il y a un truc qui s'appelle Dynamic Feature. Et en gros, une Dynamic Feature, ce que ça peut permettre de faire, c'est de juste avoir tout un pan, un morceau de ton application, mais que l'utilisateur ne télécharge pas dès le début. Par exemple, ça peut être pour un jeu vidéo, imaginons, ça peut être
quand la personne télécharge l'application au tout début, tu vas lui mettre les 5 premiers niveaux, et après, au fur et à mesure, tu vas lui faire télécharger plus de choses. Ou alors, s'il achète un DLC, un contenu payant, et ben, tu vas mettre une dynamic feature en plus. Si tu fais des fonctionnalités qui sont beaucoup trop grandes, par exemple, dans mon ancien travail chez Canal+, il y avait une application qui s'appelait Canal Play Kids, et à l'intérieur, il y avait des jeux pour les enfants. Et les jeux, bah, ça prend de la place, puis ils s'en servaient pas tous, etc. Donc on avait mis un truc que seulement si tu veux vraiment jouer au jeu, tu le télécharges, et puis voilà. Bon, on n'utilisait pas Dynamic Feature parce que bah, c'était à l'époque, et ça n'existait pas encore, mais voilà, c'est pour ce concept. Donc voilà, ici un petit schéma pour voir qui n'est pas forcément très simple à comprendre, mais enfin bon, c'est le schéma officiel. Aussi quelque chose donc, qui est important aussi sur Android et qu'on oublie beaucoup, c'est R8. C'est très important de l'activer et de le configurer. Et en fait, R8, son travail, c'est de, comment on dit shrinking en français, de réduire le plus possible le code, parce qu'il y a des fois, par exemple, il y a certaines choses qui peuvent être simplifiées, ou des trucs qui sont inutiles, et puis donc ça le fait automatiquement. Il peut aussi optimiser le code, il peut aussi obfusquer le code, donc le rendre invisible, ça peut être aussi assez intéressant pour des questions de sécurité. Donc c'est juste au cas où s'il y a quelqu'un qui décompile l'application pour éviter qu'il voie tout, donc c'est plutôt cool. Et donc ouais, R8 par défaut il fait déjà beaucoup de choses, mais si on y passe un petit peu de temps et qu'on le bichonne, il peut faire encore plus de trucs. Et ça c'est cool. Pour résumer sur Android, donc ouais, utiliser les WebP comme image, pas avoir honte d'utiliser des WebView, faire très attention à pas avoir des trucs inutiles dans ton fichier, utiliser Lint qui va être un super assistant pour nous aider à ce que l'app prenne pas trop de poids. Utiliser les fichiers vectoriels comme image, pas oublier R8, les dynamic features et les app bundles pour faire attention à pas tout mettre dans ton application s'il y a des trucs qui sont inutiles, ne pas mettre toutes les images dedans, et puis enfin l'APK Analyzer pour voir en détail vraiment où sont les points qui ont pris un petit peu trop de poids et qui ont mangé trop de raclette les jours d'avant. Maintenant des petits trucs en détail sur iOS, pour parler un petit peu de tout le monde quand même, hein. Donc côté iOS, il y a quelque chose qui s'appelle le App Size Report, où en gros c'est une ligne de commande et à la fin on va avoir donc ce résultat. Donc ça va dire à peu près donc combien l'application fait quand elle est compressée ou non compressée, et ça va donner aussi plein d'autres détails qui peut permettre de bien savoir où regarder pour supprimer des choses, etc. etc. Un outil que j'ai trouvé pour identifier et supprimer des choses qui sont inutiles dans ton application, ça s'appelle Feng Niao, et ça a l'air plutôt pas mal et vachement utilisé côté iOS. Bon, après moi je l'ai jamais utilisé personnellement parce que bon, vive Android, mais voilà, si vous êtes intéressé par iOS, n'hésitez pas à prendre le nom, ça peut être pratique. Et enfin App Thinning, compliqué à dire ça, qui est on va dire la version de App Bundle et de Dynamic Feature côté iOS. C'est pareil sur iOS, il y a plus différentes tailles d'écran, plus différentes architectures de processeurs, etc., etc. Donc ça, il faut l'activer. Ça se fait pas tout seul, il me semble. Il faut l'activer. Et puis ça va grandement réduire la taille de l'application. Donc évidemment, la plupart des conseils aussi que j'ai donnés côté Android s'appliquent aussi côté iOS, pour les images, de ne pas toutes les mettre dedans, faire des requêtes réseau pour les avoir, utiliser des fichiers PDF pour les images en vectoriel. Tout ça, ça marche aussi sur iOS. Donc ça, c'est important. Et aussi côté web, un petit peu, parce que si on met des WebView dans notre application, il faut qu'elle soit bien fichue quand même, nos pages web. C'est de pas oublier d'activer le cache et la compression. Alors attention, le cache, faites-le correctement, parce que des fois on travaille et on se dit que ça fonctionne pas, mais en fait c'est juste le cache qui est relou et qui se met pas à jour. Donc ouais, mais c'est quand même important côté utilisateur en tout cas. Ça sert à rien de forcément tout le temps tout télécharger pour rien. Ne mettez pas trop de pubs, parce que les pubs ça met du temps à charger.
Donc bon, je suppose, enfin, par exemple, nous, on n'a pas de pub sur nos sites internet, mais ouais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. De vérifier son hébergement. Des fois, il y a des hébergeurs qui sont un petit peu lents pour envoyer les données, les pages, les machins. Il y a aussi les trucs avec les DNS qu'il faut faire attention à pas choisir des DNS trop lents. Est-ce que je suis en train de dire une bêtise? Non, je crois pas. Aussi d'optimiser ses scripts, le JavaScript et compagnie, parce que c'est pareil, si ton code il est pas foufou, bah, ça va juste tourner pour rien et ça va te rendre tout lent. Donc ouais, il faut faire attention à ce qu'on écrit comme script. Un truc que j'ai vu aussi, que je pensais pas que ça valait vachement le coup, mais c'est d'essayer d'écrire la plupart de ton code source sur une seule page et de pas en mettre partout et de faire des liens, des machins, des références. À ce qui paraît, ça va être pas mal. Et aussi et surtout, comme d'habitude, c'est d'optimiser les images, parce que c'est vrai que les images, c'est ce qui prend le plus de place. Je sais que j'en ai parlé beaucoup, mais c'est vraiment le point noir généralement. Et je dis que ça pour des images, mais c'est aussi pour des vidéos, par exemple. Si vous avez des vidéos, il faut faire attention à pas forcément non plus lire tout le temps en Full HD la vidéo, alors que ça se trouve en petit, ça pourrait fonctionner tout autant. Et du coup, merci. Pour optimiser les images sur la partie web, c'est les mêmes outils que tu as présentés, Lint, etc. Ouais. Okay. Alors le WebP par exemple, enfin le souci sur le web, c'est qu'il va y avoir des trucs qui vont marcher sur des navigateurs internet ou pas. Par exemple, le WebP, c'est un format qui a été fait par Google, il me semble. Enfin, Google est à la base du truc. Donc sur Android, ça marche nickel. Sur iOS, je crois que ça marche pas du tout. Et sur Safari, je crois que ça marche moyen, ou c'est en train de marcher, je sais plus. Mais ouais, il y a des trucs comme ça, faut faire attention à quel navigateur tu utilises. Mais sinon, par exemple, Thumbor, comme c'est côté serveur, et c'est juste l'URL qui change, tu vois. Ça marche partout, sur n'importe quoi. Même sur Windows Phone, tu pourrais l'utiliser si tu veux, quoi. Merci. Donc voilà, c'est fini. Donc oui, je m'appelle Antoine Danois, toujours. Mon Twitter, mon LinkedIn, si vous voulez m'ajouter, c'est complément pour faire ma pub. Ce coup-ci, il n'y a rien à télécharger là-dessus. Et puis si vous avez des questions, je suis là et puis on peut discuter après. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Antoine. Tout va bien? Eh ben c'est parfait. Super, merci Antoine. Du coup, on reste là dans le coin pour discuter des différents sujets si vous avez envie de poser vos questions en dehors de l'enregistrement. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. On retrouve un semblant de vie normale, ça c'est cool. Et donc, on vous souhaite bonne soirée et puis j'espère vous voir juste après pour discuter. Et merci encore une fois à Fred et à La Ruche, au village Baïséa à La Ruche, de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.